Les amis, bienvenue dans le guide complet de l'investissement en SCI. Aujourd'hui, on va entrer dans les détails de cette structure juridique que beaucoup d'investisseurs utilisent pour optimiser leur projet d'investissement immobilier. On va parler de fiscalité, de gestion, de transmission de patrimoine et surtout de toutes les stratégies possibles pour faire fructifier votre patrimoine en SCI. Alors installez-vous bien, on y va. Avant de commencer, je tiens à préciser que chaque situation, bien sûr, est unique. Ce que je vais vous expliquer ici est une base solide pour comprendre le fonctionnement de la SCI, mais je vous recommande vivement, bien sûr, de vous faire accompagner par un expert comptable ou un notaire avant de vous lancer. Alors on va rentrer dans la partie 1 de cette vidéo. Qu'est-ce qu'une SCI et pourquoi investir avec? Une SCI ou société civile immobilière est une structure juridique qui te permet d'acheter, de gérer et de transmettre des biens immobiliers en groupe, c'est-à-dire à plusieurs, entre amis, entre associés, etc. L'avantage, c'est que tu peux investir avec d'autres personnes et que tout soit régi par des statuts clairs et définis dès le départ, ce qui évite des problématiques en cas de complications. Cela permet bien sûr d'organiser au mieux la gestion et la répartition des responsabilités entre les associés. Alors pourquoi bien sûr créer une SCI? Tout simplement parce que tu vas avoir une optimisation fiscale. La SCI te permet d'ajuster la fiscalité en fonction de tes besoins, en choisissant entre l'impôt sur les revenus, IR, ou l'impôt sur les sociétés, IS. T'inquiète pas, on va parler des deux. La transmission bien sûr est facilitée. On se demande toujours comment transmettre sans les impôts, hein. C'est un peu le but. Si tu veux préparer la transmission de ton patrimoine, la SCI te permet de le faire en transmettant des parts sociales plutôt que le bien directement, ce qui simplifie les démarches et peut réduire les frais de succession, ce qu'on appelle bien sûr le démembrement de parts. D'un côté, tu vas avoir ce qu'on appelle la nue propriété, de l'autre côté, tu vas avoir ce qu'on appelle l'usufruit. L'usufruit, c'est tout simplement la possibilité de pouvoir jouir du bien, c'est-à-dire de pouvoir vivre à l'intérieur et de le mettre en location. La nue propriété, c'est tout simplement d'être propriétaire des murs, mais par contre, tu n'as pas le droit de jouir du bien ni de le louer. Et la pleine propriété, c'est l'addition des deux. Et c'est comme ça, en fait, en donnant la nue propriété le plus tôt possible, que tu vas pouvoir réduire justement ton imposition. Ne t'inquiète pas, à la fin de cette vidéo, je te donnerai un tableau complet pour que tu puisses voir le barème et anticiper au mieux la donation de ton patrimoine. Alors, comment ça fonctionne ? Les revenus locatifs sont répartis entre les associés au prorata de leur part sociale. Ce qui veut dire que si par exemple tu as 10% et que ton associé a 90% ou que vous êtes trois associés, un à 20%, un à 30% et un à 30%, tout simplement l'imposition, les bénéfices, etc. sera répartie en fonction de votre nombre de parts. Chaque associé déclare sa part de revenus dans sa déclaration de revenus personnels et en gros ça peut être avantageux si tu as une tranche marginale d'imposition basse, surtout à l'impôt sur le revenu. Je vais te donner un exemple concret. Exemple, la SCI dégage 20 000 euros de revenus locatifs et que toi tu possèdes 50% des parts, dans ce cas-là, tu dois déclarer 10 000 euros sur ta déclaration de revenus personnels et ces revenus seront ajoutés à tes autres sources de revenus et imposés selon ta tranche marginale d'imposition, donc TMI, auquel il faudra rajouter 17,2% de prélèvements sociaux. Si tu ne sais pas ce que c'est, en gros, la TMI, c'est un barème pareil progressif, ce qu'on appelle l'IRPP. En gros, tu vas avoir des tranches de 0 à 11%, de 11% à 30%, de 30% à 41% et de 41% à 45% et au-delà. En fonction de la tranche dans laquelle tu te situes, les impôts vont être calculés sur ta tranche plus les prélèvements sociaux. Si tu es dans la tranche à 11%, ça sera donc 11% plus 17,2% de prélèvements sociaux. Si tu es dans la tranche à 30%, ça sera 30% plus 17,2% de prélèvements sociaux, etc., etc. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, je te montre tout de suite le barème. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc regarde maintenant sur ta feuille d'imposition et en fonction de là où tu te situes, tu sauras exactement à quelle sauce tu sauras manger. Donc maintenant qu'on a vu cette partie-là, on va parler des inconvénients. Bien sûr, la location meublée est tolérée en SCI à l'IR, mais seulement autour des 10%, d'accord, des revenus générés par la SCI. Au-delà, la SCI sera requalifiée tout de suite en société commerciale et perdra son statut. Autre point, tu ne peux pas amortir le bien, ce qui limite les optimisations fiscales possibles. Si tu ne sais pas ce que c'est l'amortissement du bien, on va voir ça juste après dans la SCI à l'IS, ne t'inquiète pas. Ensuite, la SCI à l'IS signifie impôt sur les sociétés. Comment ça fonctionne? En SCI à l'IS, l'impôt sur les sociétés, c'est la société qui est imposée sur ses bénéfices. Le gros avantage, c'est que tu peux amortir le bien et l'amortissement du bien est une dépression comptable du bien immobilier. Globalement, chaque année, tu peux estimer que ton bien perd de la valeur à cause de l'usure et de l'obsolescence et cette dépréciation est déductible des revenus de la SCI. Cela réduit donc le bénéfice imposable. L'imposition sur les bénéfices, par contre, dans une
SCI à l'IS ne va pas sur les revenus directement du particulier. La grosse différence entre les deux, c'est qu'en SCI à l'IR, on est en transparence fiscale. Comme tu as pu le voir, les bénéfices sont directement ajoutés aux revenus personnels des associés. Et quand on a un SCI à l'IS, on est plutôt en opacité fiscale. On n'a pas du tout de surimposition en nom propre puisque les impôts sont payés par la société uniquement. D'ailleurs, la SCI paye comment ses impôts? On va le voir tout de suite. L'imposition sur les bénéfices est un taux de 15% jusqu'à 42 500 € de bénéfices. Et j'appuie bien sur ce mot-là, bénéfice, parce que ce n'est pas sur le chiffre d'affaires généré. Que ça soit en SCI à l'IR, que ça soit en SCI à l'IS, en LMNP, peu importe, les impôts ne sont pas à payer sur le chiffre d'affaires généré. Exemple, tu as 1000 € de revenus locatifs par mois, tu as 22 000 donc du coup à l'année de revenus locatifs, ton impôt ne sera pas sur les 22 000. Il sera sur les 22 000, moins le crédit, moins les charges, moins les frais de SCI, les frais de comptabilité, etc. Et ce qui reste sera imposé, c'est-à-dire c'est les bénéfices, c'est ce qui est censé rester dans ta poche. Mais quand je dis censé, c'est que c'est pas encore. Et en SCI à l'IS, il y a un double filtre. Le premier, c'est l'impôt sur les sociétés. Et le deuxième, c'est la flat tax. On va le voir juste après. Donc, en gros, le taux d'imposition est de 15% jusqu'à 42 500 € sur les bénéfices, puis 25% au-delà. Cela permet, bien sûr, une optimisation fiscale intéressante, surtout si ton objectif est de générer du cash flow. Mais pas que. C'est également intéressant si jamais tu as une forte imposition en nom propre, parce que si jamais tu as une forte imposition en nom propre, notamment à 41% ou 45%, eh bien, ça te permet en fait de séparer les deux et d'éviter de payer par exemple 45 plus 17,2 ou 41 plus 17,2 ou même 30 plus 17,2. L'intéressement en fait sur ce type de stratégie, c'est de réussir à dissocier les impositions. Si jamais tu as une faible imposition en nom propre, il peut y avoir effectivement une stratégie en SCI à l'IR qui peut potentiellement être intéressante, mais généralement 90% des cas c'est mieux à l'IS selon moi pour investir. Mais en tout cas, il y a une possibilité de gérer ton imposition beaucoup plus facilement. Ensuite, on va parler de la rémunération des associés. Pour te rémunérer en SCI à l'IS, tu peux te verser des dividendes. C'est-à-dire qu'une fois que l'argent, les bénéfices qui sont sur la SCI ont été lavés de tout impôt, il va falloir également savoir si tu veux les redistribuer ou les réinvestir. Si tu veux te rémunérer en tant que gérant, ce sera donc 30% de flat tax qu'on appelle le PFU, prélèvement forfaitaire unique. Donc ça se compose tout simplement de 12,8% d'imposition plus 17,2% de prélèvements sociaux. Donc là, tu te dis, franchement, ça doit pas être vraiment intéressant la SCI et l'IS, mais reste bien jusqu'au bout. Je vais t'apprendre encore plein de choses dans cette vidéo. On va donc rentrer dans la partie 3, la revente. Comment sont imposés les SCI à l'IR et à l'IS le jour de la revente? En SCI à l'IR, on va faire très simple. C'est le prix d'acquisition moins le prix de cession. Mais bon, en vrai, c'est le prix d'acquisition plus les différents frais, travaux, etc. que tu as pu faire, moins le prix de cession. Et donc, si tu as acheté 100 000, que tu as eu 40 000 € de travaux, ça fait 140 000, moins 200 000, ta plus-value sera sur les 60 000. Et donc, sur ce qui reste, tu paieras le montant de la taxation de ta plus-value des particuliers. Ensuite, en SCI à l'IS, c'est totalement différent. Ce n'est plus le prix d'acquisition moins le prix de cession, c'est la valeur nette comptable du jour moins le prix de cession. Ce qui veut dire que si jamais tu as acheté le bien 100 000 € dans le même figure des cas, que tu as fait également 40 000 € de travaux, on pourrait se dire qu'il y a quand même 60 000 € à payer en bénéfice, enfin 60 000 € de plus-value à payer sur les bénéfices. Sauf que sur les premiers 100 000, ceux-là, tu les as peut-être amortis de moitié. Donc ça veut dire qu'il faudra les retirer du montant que tu peux déduire. Et donc, par exemple, ton prix d'acquisition de 100 000 sera peut-être revu à la baisse à 50 000. Et donc, tu auras 50 000 plus tes 40 000 € de travaux, ça fait 90, moins le prix de cession. Très simple. SCI à l'IR, prix d'acquisition moins prix de cession. SCI à l'IS, la valeur nette comptable du bien moins le prix de cession. Terminé. En SCI à l'IS, il n'y a pas non plus d'abattement pour durée de détention, donc la plus-value est imposée sur les sociétés, 15% jusqu'à 42 500 €, plus 25% du montant. Donc là, c'est très simple, pour savoir la plus-value en SCI à l'IS, elle est calculée au sein même de la SCI. Donc tous les bénéfices, au même titre que les bénéfices que tu as générés dans l'année, vont être payés sur l'impôt sur les sociétés, 15% jusqu'à 42 500 €, 25% au-delà. Sur ce qui te reste, tu choisiras donc la flat tax si jamais tu veux te les verser, ou potentiellement la holding, mais on verra ça à la fin de la vidéo. Donc encore une fois, reste bien jusqu'au bout. Maintenant, on va rentrer dans la partie 4, financement bancaire en SCI. Un autre gros avantage de la SCI, c'est pour le financement bancaire. Contrairement à un investissement en nom propre, une SCI peut dépasser son taux d'endettement sans problème. Dans le sens où la banque prend en compte les revenus générés par la SCI et non seulement tes revenus personnels, ce qui peut te permettre d'emprunter davantage pour tes projets. Alors, comment se déroule un financement en SCI? Présentation du projet, très simple. Avant
avant de créer la SCI, tu peux signer un compromis avec une clause de substitution. C'est ce que je te conseille tout de suite. Tu vas pas engager des frais pour ouvrir une SCI alors que tu sais pas si ton projet va passer. Tu n'as pas besoin de le faire non plus avant de signer ton compromis, car tu peux signer avec une clause de substitution qui te permet de te substituer à une société ou même tout autre acquéreur si jamais tu le désires. C'est-à-dire que dans tes conditions suspensives, tu marques que tu souhaites te substituer ou avoir la possibilité de te substituer à n'importe quel moment. Donc tu pourrais très bien décider de dire au dernier moment, ben non, c'est plus moi qui achète, c'est la société telle ou telle personne. Par contre, attention, c'est toi qui restes quand même tenu du bon fonctionnement jusqu'à l'acquisition. Donc attention un petit peu. Et si jamais tu achètes en nom propre, tu bénéficies d'un délai de rétractation de 10 jours lors de la signature de ton compromis, alors qu'en société, tu n'as pas de délai de rétractation. Donc je te conseille toujours de signer en nom propre et après de réfléchir à ce que tu vas faire et prendre le temps de mettre en place ta stratégie. Donc tu as le temps de présenter ton projet à la banque avant même d'avoir créé ta SCI. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Si la banque accepte ton projet, tu pourras créer ta SCI après et faire l'achat via cette structure sans problème. Pas la besoin de la créer avant de savoir si la banque va te financer. Au niveau de l'apport personnel, si tu fais un apport, d'accord, à la SCI, tu peux le récupérer plus tard. C'est-à-dire une fois que la SCI commence à générer du cash flow, elle peut te rembourser cet apport, ce qui te permet de récupérer ton investissement initial sans attendre une revente. Donc là, c'est un gros avantage. Ça veut dire que si jamais tu ouvres la SCI, ben, tu as de l'argent sur ton compte et tu te dis, ben, tiens, la banque me demande 20%, 10% d'apport, 5%, tu mets l'argent à l'intérieur et en fait, ça sera considéré comme une avance en compte courant. C'est-à-dire que toi, en fait, en gros, tu as avancé pour le compte de la société de l'argent pour qu'elle puisse investir donc dans ce bien immobilier, et dès que la SCI va faire de l'argent, tu pourras récupérer cet argent, d'accord, exonéré d'impôts, parce qu'en fait c'était ton argent que tu as donné, que tu récupères. Donc ça, c'est un énorme avantage, parce que si tu fais ça à chaque SCI, tu récupères tes 20 000, puis tu les réutilises dans une autre SCI, tu les récupères, puis tu les récupères, etc., etc. Et si jamais je te donne un petit tips là rapidement en cours de vidéo, d'ailleurs il y en aura plein d'autres, reste bien jusqu'au bout, et si jamais tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à liker et t'abonner, puisque j'ai prévu toute une série de vidéos tous les dimanches dans les prochaines semaines avec des tutos précis dans chaque étape, que ce soit la SCI, comment trouver un bien, comment dénicher un immeuble rentable, etc., etc. Et d'ailleurs, petit tips donc du coup que je t'avais promis, si jamais avec ta SCI tu arrives à obtenir un différé d'emprunt, le différé d'emprunt te permettra de réaliser tes travaux sans avoir de crédit à payer, de récupérer très rapidement justement ton argent avancé et plus si affinité, et automatiquement de pouvoir enchaîner les opérations beaucoup plus rapidement. On va rentrer dans la partie 5. Vous m'avez posé des questions sur la SCI et je vais vous y répondre tout de suite. Alors pourquoi la SCI est intéressante malgré la plus-value des professionnels à la revente? Bien que la plus-value en SCI à l'IS soit plus élevée à cause de la réintégration des amortissements, la SCI reste plus intéressante pour plusieurs raisons. L'amortissement te permet de réduire l'imposition pendant la durée de détention du bien. Et si jamais tu penses à réinvestir régulièrement, bah, tu bénéficies d'un effet boule de neige sur tes projets. Et oui, parce que rappelle-toi, ce qu'on veut, c'est gagner de l'argent tout de suite. Plus tu as d'argent tout de suite, plus tu peux aller chercher ta meilleure vie immédiatement. Le but de l'investissement immobilier, c'est pas d'investir maintenant et d'en profiter dans 20 ans, 30 ans quand tu seras cassé de partout. Non, il y a un côté sympa dans le sens où tu te dis que tu as préparé ta retraite et que tu seras tranquille pour plus tard, pas de souci. Mais on veut profiter maintenant. Le fait justement de bénéficier de cet amortissement te permet de générer plus de bénéfices. Ces bénéfices te permettent de les récupérer plus rapidement et automatiquement de les réinvestir dans d'autres biens qui vont générer plus de bénéfices. C'est aussi simple que ça. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir faire grossir ton patrimoine beaucoup plus rapidement que si tu avais dû payer l'impôt tout de suite. C'est un impôt différé, mais tu verras qu'il y a plein de méthodes à la fin pour... Mais c'est pas fini. Une question qui m'a été posée aussi en numéro 2, quelles charges peut-on faire passer en SCI? Tu peux déduire un certain nombre de charges liées à l'activité de la SCI, comme par exemple les frais de gestion, comptabilité, frais bancaires, donc essaye pas de faire la comptabilité toi-même, de toute façon c'est pas possible. Les travaux, tout ce qui est rénovation, entretien, construction, etc. Les assurances, PNO, personnes non occupantes, assurance habitation, les différentes assurances loyers impayés, tout ce qui va avec. Les intérêts d'emprunt, les frais kilométriques si tu utilises ton véhicule pour faire des allers-retours, voir le chantier, voir le bien, etc. Les produits ménagers, d'entretien, le forfait téléphone si c'est toi qui t'occupes de la gestion du bien, pourquoi pas un ordinateur pour pouvoir gérer à distance la gestion, etc. Comprends que la liste de charges déductibles est une liste non exhaustive. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où tu arrives à justifier que la dépense est liée à l'organisation, la gestion, etc. de ton bien, pas de problème. Tu fais un aller-retour pour aller voir ton bien, le midi tu manges sur place, pas de souci. Bon, t'invites tes potes, tu bois des bouteilles, non ça marche pas, d'accord? Mais tu peux payer ton repas sans
sans problème. En numéro 3, on m'a posé la question comment est gérée sa comptabilité en SCI à l'IS. Alors la comptabilité d'une SCI à l'IS est plus complexe que celle d'une SCI à l'IR, elle doit être régulière et respecter les normes comptables en vigueur. Il est conseillé bien sûr de faire appel à un expert comptable car il faudra gérer l'amortissement et le suivi des charges déductibles, les déclarations fiscales, les comptes annuels à déposer au greffe, etc. etc. C'est un vrai job. Et puis je vais te dire sincèrement, pour gérer un immeuble entier, ça va peut-être te coûter, je sais pas, 200 balles par mois ou quelque chose comme ça. Il n'y a aucun intérêt, les frais sont déductibles, c'est son métier, il pourra même être force de proposition sur certains avantages fiscaux ou peu importe. Donc, laisse à César ce qui appartient à César. La chaîne de l'investissement immobilier regorge de nombreuses professions professionnelles. N'essaye pas d'avoir toutes les casquettes, prends plutôt un professionnel à chaque étape et reste là où t'es bon, investisseur immobilier. Faut-il créer la SCI avant d'avoir trouvé le bien ou après? Je l'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas besoin de créer la SCI avant d'avoir trouvé le bien. C'est une erreur et je vais te parler d'une petite histoire d'un de mes élèves qui a créé une SCI pour se donner la motivation comme s'il se mettait un entonnoir, maintenant la SCI est créée, il faut que j'y aille, etc. Sauf que le fait d'avoir créé la SCI avant dans sa banque à lui, eh bien finalement il a eu plus de mal à trouver un financement. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que quand tu cherches un financement, la meilleure stratégie c'est de pas le prendre dans ta banque, tu vois. C'est d'aller le prendre dans une autre banque qui ne détient pas, par exemple, déjà tes mouvements bancaires, tes assurances, etc. Pourquoi? Parce que tu as moins de contrepartie à donner. Donc le but c'est de créer la SCI dans la banque qui va te prêter l'argent pour lui montrer que ben voilà, tu es prêt à mettre des mouvements bancaires dans sa banque et potentiellement que tu es prêt à faire des contreparties. Déjà tu ouvres un compte pour la SCI. Derrière, tu pourrais très bien ramener quelques flux d'argent, prendre une assurance P&O, une assurance GALI, garantie loyer payé, etc. chez lui. Et donc, en fait, les contreparties étant plus élevées, tu as plus de facilité à te faire octroyer le prêt. Donc, ne fais pas l'erreur d'ouvrir ta SCI dès maintenant. Prends le temps, va d'abord trouver le bien. Une fois que tu as trouvé le bien, à ce moment-là, tu as tout le temps de pouvoir justement la créer. Il n'y a aucun souci pour ça. Petit disclaimer, pense bien à marquer la clause de substitution dans ton compromis, sinon tu ne pourras pas le faire. Voilà. Si tu regardes cette vidéo, que tu as déjà signé ton compromis et que tu as envie de changer, il n'y a pas de problème, tu peux demander un avenant au compromis, tu peux le faire, d'accord? C'est une demande simple à faire à ton notaire pour dire voilà, en fait finalement j'ai prévu de me substituer à une société parce que j'ai vu avec l'expert comptable, comptablement c'est mieux, etc. Pas de problème, tu peux le faire. Il suffit tout simplement de le demander et tu peux demander un avenant au contrat sans souci, ok? Donc par contre n'oublie pas de le marquer parce que sinon ça ne pourra pas fonctionner. Question numéro 5, en SCI LIS, la banque prend-elle en considération les revenus personnels? Il est possible que la banque regarde effectivement la situation des associés. Mais elle va surtout se concentrer sur les revenus projetés de la SCI. Globalement, c'est la SCI qui emprunte, ce n'est pas toi. C'est-à-dire que tu viens de créer, je vais t'expliquer quelque chose, en gros la SCI est une personne morale, tu es une personne physique. Donc ça veut dire que la personne morale et la personne physique, au même titre, ont des droits, ont des possibilités, etc. La personne morale que tu as créée peut emprunter. Elle peut emprunter à la banque, et c'est d'ailleurs ce qu'elle fait. Le crédit sera donc au nom de la SCI, ok? Mais la SCI est détenue par ses associés. La SCI détenue par ses associés, les associés se portent donc garant, quelque part, d'accord? Donc caution pour la SCI. La caution peut être négociée en termes de pourcentage en fonction du projet. Moins t'es cautionnaire, mieux c'est, mais ça, on le verra peut-être dans une autre vidéo. Dans l'idée, c'est donc la SCI qui emprunte, la SCI qui n'a pas de crédit. Donc sur le papier, il n'y a aucune raison que la banque te refuse. Par contre, effectivement, ne soyons pas fous, la banque va regarder les antécédents des associés. Si un des associés qui est complètement broke, qui a des interdits bancaires, etc., c'est mort, d'accord? Mais tu pourrais très bien être endetté à 40%, ton associé à 40%, et pour autant pouvoir enchaîner les opérations en SCI sans problème. Pour ce faire, il faut bien sûr trouver le banquier qui réagit comme ça. Si tu trouves le banquier qui n'a pas l'habitude d'utiliser ce genre de levier, qui voilà, a l'habitude de financer en nom propre ou en SCI à l'IR, qui fait du Pinel, des choses comme ça, bon, c'est pas la peine d'aller plus loin, voilà, le discours va être stérile et ça fonctionne pas. Mais dès que tu commences à trouver des banquiers ou des banques privées ou des banquiers qui comprennent la méthodologie d'investissement et qui utilisent les règles, donc pour, enfin en tout cas les règles à ton avantage, la règle est claire, les sociétés ne rentrent pas dans les règles du HCSF. Le Haut Conseil de stabilité financière régit les personnes en nom propre et non pas les sociétés. Donc ça veut dire que si aujourd'hui tu investis en société, tu pourrais sur le papier investir en illimité. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire que si les 35% d'endettement étaient une vraie règle que tout le monde respectait, il n'existerait pas de rentier immobilier en France. Écoute bien, je te le répète, si aujourd'hui les 35% étaient une vraie règle, il n'existerait pas de rentier immobilier en France. Je vais te donner également un tips. Quand tu vas faire donc ton investissement en SCI, pense bien à demander un prévisionnel comptable pour maximiser tes chances d'obtenir un financement. Ça démontrera ton sérieux, ça démontrera également ton anticipation dans le temps pour pouvoir savoir quel va être le bénéfice généré, à quel moment tu vas payer de l'impôt, etc., etc. C'est hyper important de pouvoir faire ça et de monter un dossier bancaire complet. Mais encore une fois, je le répète, si tu es abonné à cette chaîne, dans les prochaines semaines, je vais te sortir une vidéo qualité
qualitatif comme ça par semaine. Donc abonne-toi bien. Je sais pas si c'est dimanche prochain ou dimanche d'après, tu auras une vidéo complète sur le dossier bancaire. Donc reste bien abonné, clique sur le bouton et mets un like, je le saurai. Hein. Si t'envoies pas de like, pas de vidéo. Donnez-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Question numéro 6. J'ai acheté en nom propre. Est-ce que c'est possible de créer une SCI et d'y intégrer mes biens? Alors bien sûr que c'est possible. Il est possible de transférer tes biens achetés en nom propre dans une SCI, mais il faut savoir que cette opération, connue sous le terme d'obo immobilier, Warner Buy Out, implique des frais comme les droits de mutation et des frais notariés. Ça veut dire que concrètement, encore une fois, la société, je t'ai parlé tout à l'heure de personnes morales et de personnes physiques, est régie aux mêmes droits, aux mêmes avantages, mais également aux mêmes complications que les autres. Donc ça veut dire que pour racheter les biens, il faudra qu'elle paye les frais de notaire. Donc ça veut dire que si tu veux revendre ton bien immobilier à ta SCI, elle devra repayer les frais de notaire. Le gros avantage de faire ça, c'est que tu repartiras sur un nouvel amortissement. Comme je t'ai expliqué, si tu as par exemple investi en nom propre en LMNP, tu as pu bénéficier du même avantage que la SCI LIS, donc la dotation aux amortissements et le fait justement d'avoir bénéficié de cet amortissement pour réduire ton imposition toute la durée de détention. Tu arrives au bout de ton amortissement en nom propre, 7 ans, 10 ans maximum, et donc tu te dis voilà, ce bien est extrêmement rentable, j'ai pas envie de le vendre, je veux le conserver, mais j'aimerais pas me faire flinguer par les impôts. À ce moment-là, faire un obo immobilier peut être intéressant. Tu ouvres une société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés, tu rachètes ton bien que tu réintègres dans ta SCI, tu récupères au passage ta plus-value en nom propre et tu repars sur une nouvelle valeur que tu vas recommencer à amortir dès le premier euro en SCI LIS. Extrêmement avantageux. Je peux te donner un autre exemple aussi. Si jamais par exemple tu as ta résidence principale et que ta résidence principale tu veux la récupérer, voilà, tu as une grosse plus-value à faire, tu veux garder ta résidence principale mais il y a une grosse plus-value à faire, ça peut être intéressant. Tu prends ta résidence principale, tu fais un obo immobilier, tu récupères ta plus-value en nom propre exonérée totalement d'impôts, tu récupères donc cette résidence principale au travers d'une SCI et tu deviens locataire de ta SCI et terminé. Donc ça te permet de conserver ta résidence principale en récupérant des fonds. Ces fonds vont te permettre d'enchaîner les opérations immobilières parce qu'imagine tu fais 200 000 euros ou 100 000 euros de plus-value, et bien avec 100 000 euros tu peux lever 1 million. Donc ça veut dire qu'avec les 100 000 euros récupérés, tu relèves 1 million de dettes et tu t'enrichis encore plus tout en gardant ta résidence principale. Il y a plein d'avantages à faire un obo immobilier, il ne faut pas le faire pour les mauvaises raisons, il faut bien réfléchir avant de le faire, mais il y a plein d'avantages à le faire effectivement. Question numéro 7. À partir de combien de biens faut-il passer en SCI? Franchement, il n'y a pas de nombre minimum ou maximum de biens pour passer en SCI. Ça dépend vraiment de ta stratégie. Si tu commences à investir sérieusement et que tu souhaites, on va dire, isoler les risques ou préparer la transmission de ton patrimoine, ou alors que la SCI devient un outil essentiel parce que tu veux bâtir un patrimoine conséquent en évitant d'être bloqué à 35%, 40% en nom propre, à ce moment-là, je te conseillerais d'investir tout de suite en SCI. Je pense que investir en nom propre, c'est bien pour débuter. Tu vas faire un bien, deux biens, ça te permet voilà, d'avoir une fiscalité allégée, un système qui est pas trop compliqué, dans lequel tu vas récupérer de l'argent directement dans ta poche, exonéré d'impôts. Bon, voilà, c'est bien pour commencer. Maintenant, si tu veux vraiment devenir multi-rentier, bâtir un patrimoine conséquent et pas te faire fusiller par les impôts, dans ce cas-là, il vaut mieux commencer tout de suite en SCI. Ça te permettra vraiment de pouvoir ventiler ton patrimoine sur plusieurs SCI, d'avoir la possibilité de jongler avec les flux financiers, notamment si tu mets une holding au-dessus. Je pense qu'on en parlera peut-être après. Mais en gros, dans l'idée, la meilleure stratégie, selon moi, si tu veux détenir du patrimoine sur le long terme, pouvoir le transmettre, pouvoir jouer avec l'imposition pour éviter de te faire défoncer, le mieux, c'est de partir en SCI LIS le plus tôt possible. De plus, avec la SCI LIS, franchement, ce que tu peux faire, tu peux détenir un immeuble, notamment avec un local commercial en bas, avec une activité commerciale. Tu pourrais avoir au premier étage de la location courte durée, au deuxième étage de la location courte durée atypique, au troisième étage de la location meublée classique et au quatrième étage, tu pourrais avoir la location nue. Tout serait régi sur la même fiscalité. Donc ça, c'est vraiment un énorme avantage parce que finalement, tu n'as pas à te soucier de « Ah, il faut que je calcule. Alors, attends, le commercial, c'est comme ça, le non propre, c'est comme ça. » Non, tu as une seule et même fiscalité. C'est très simple à gérer. Tu n'as pas besoin de te compliquer la vie. Et en plus de ça, c'est un véhicule qui est très stable dans le temps. On le voit actuellement, le LMNP est en train de changer, alors que la SCI LIS, son imposition n'a fait que baisser dans les dernières années. Et c'est un outil fiscal qui est prévu pour ça. Donc, il faut utiliser les bons leviers au bon endroit. Et la SCI LIS fait partie de ce genre de levier si tu veux bâtir un patrimoine conséquent. Et d'ailleurs, pour continuer là-dessus, si jamais tu veux investir dans une SCI à l'IR, sache que c'est très limité car la location meublée est considérée comme une activité commerciale que tu ne pourras pas vraiment faire. Tu peux le faire à hauteur de 10%, mais c'est seulement. Tu ne pourras pas en fait vraiment faire. Donc ça sera de la location nue qui sera de suite en transparence fiscale, donc les bénéfices sur ta tranche d'imposition plus les prélèvements sociaux. Il n'y a pas, selon moi, grand avantage, à moins que tu aies une stratégie de déficit foncier qui est vraiment établie, que tu sais ce que tu veux faire, que tu veux par exemple détenir un bien
bien pour l'amortir avec beaucoup de travaux et l'objectif c'est de se dire bon voilà, dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 4 ans ou dans 5 ans, dès que j'ai fini mon amortissement, je me mets dedans en résidence principale puis je le revends. Ça peut être intéressant. Moi, j'ai jamais été très fan en fait de ce type de stratégie où tu es pris dans un étau et que si tu arrêtes en fait de faire des travaux, à un moment donné, tu te fais défoncer par les impôts. Donc maintenant, c'est une stratégie qui fonctionne aussi. On pourra peut-être en parler dans une des vidéos. N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu veux que je te fasse une vidéo complète, tutoriel sur le déficit foncier en location. 9. Si je sors de l'argent une fois que j'ai payé la flat tax, dois-je aussi payer l'impôt sur le revenu? Alors, pas du tout. La flat tax dit PFU, prélèvement forfaitaire unique, inclut l'intégralité. Tu as les 12,8% d'impôts plus les 17,2% de prélèvements sociaux. Ça veut dire que quand tu t'es versé de l'argent, la flat tax t'a exonéré de tout, tu as payé ton impôt sur les sociétés plus la flat tax, tu reçois l'argent dans ta poche et c'est terminé. Enfin, terminé, sauf quand tu vas le dépenser, que tu vas acheter de l'alcool, 20% de TVA, que tu vas... Bah, t'as compris quoi. Question numéro 10. Les associés d'une SCI peuvent-ils être mineurs? Alors bien sûr, tu pourrais très bien avoir un mineur pour associer, ton fils, ta fille, peu importe. Hein. Cependant, il faudra bien sûr l'accord de son représentant légal pour prendre part aux décisions. Bah, si c'est toi le père ou la mère, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, sache que tu pourrais très bien avoir comme associé une société. Ça veut dire que tu pourrais très bien, et c'est là où pour moi où rentre toute la magie, parce que tout le monde se dit ouais mais moi je veux faire une SCI, mais je veux être associé à personne, j'ai envie d'investir tout seul. Pas de problème. Tu montes ta SCI, tu crées une holding. Ça veut dire qu'une fois que ta holding est créée, tu vas dire moi je vais m'associer à ma holding. Donc au sein de la SCI, tu auras donc une personne morale, donc ta holding, et une personne physique, toi-même. Ça veut dire qu'à vous deux, vous détenez 100% des parts de la SCI et automatiquement, tu peux très bien ouvrir une SCI avec toi-même. Enfin, avec toi-même qui détient une holding et cette holding qui détient des parts de ta société. Ce qui permettra aussi également de faciliter les flux financiers, d'éviter la flat tax. C'est-à-dire qu'au lieu de te verser de l'argent en nom propre à hauteur de 30%, tu pourras remonter de l'argent avec un régime mère-fille, donc du coup de la société SCI à la société holding en économisant à peu près 25% donc du coup d'impôt, et tu utiliseras ces 25% non payés pour les réinjecter dans de nouveaux biens, et donc en fait avec l'impôt que tu n'as pas payé, tu envoies de l'apport dans différentes SCI et tu relèves de la dette sur de l'impôt que tu n'as pas payé. C'est magique. Est-ce une bonne idée de créer une SCI pour un premier investissement? Donc pour moi je pense que c'est une bonne idée si tu penses démultiplier rapidement tes investissements immobiliers, si ton objectif voilà est de préparer la transmission. Tout dépend de ton âge. Je vais dire par exemple t'as 40 ans, ton objectif c'est de transmettre ton patrimoine à tes enfants, voilà, tu veux investir dans cet objectif là, tu gagnes tes revenus, t'as pas forcément besoin de plus d'argent tout de suite. Franchement c'est une super stratégie parce que tu peux commencer à faire du démembrement de parts, tu peux même intégrer directement tes enfants à la SCI pour commencer en fait la transmission. Il y a plein de choses à faire, donc ça peut être vraiment intéressant dans un cas comme celui-ci. Mais tu vois, un jeune de 20 ans pourrait aussi également détenir une ou plusieurs SCI. L'avantage, plein de choses que les gens ne voient pas, c'est que si jamais par exemple tu as 3 SCI, une holding, d'accord, bah, tu pourrais très bien créer une autre société, une société de service, et être donc gérant de cette société de service, soit en gérant d'une SASU, URL, peu importe, ou alors tu pourrais très bien être auto-entrepreneur, et donc bah, les sociétés verseraient de l'argent directement donc à toi en nom propre, donc soit à ton auto-entreprise, soit à ta société pour l'organisation, la gestion, les ménages, j'en sais rien, tu vois. Et donc globalement tu pourrais en fait te créer un revenu avec l'intégralité de tes sociétés en optimisant ta fiscalité et en réduisant l'imposition. Donc il y a plein de choses à faire en fait. Le truc c'est que les gens qui disent que la SCI à l'IS c'est pas bon parce que tu peux pas te verser de l'argent, c'est qu'ils ne sont pas assez renseignés et ils savent pas utiliser l'outil. Mais quand tu sais utiliser l'outil, il est juste magique et ça te permet en fait de maîtriser ton imposition au lieu de te faire défoncer comme un saucisson. C'est pas mal ça. Si l'associé décède, à qui vont ses parts, ses héritiers ou moi? Donc là, ce qui est intéressant justement, c'est que la part, normalement, est censée partir aux héritiers. Si jamais, par exemple, tu investis sans SCI, vous êtes tous les deux régis par ce qu'on appelle le régime de l'indivision. Donc ça veut dire que dans une indivision, vous possédez chacun une part des biens, mais il n'y a aucune règle qui gouverne, en fait, qui prévoit le décès, la revente, etc. Ce qui fait que si tu as un associé qui décède, imagine, tu investis avec ta femme, tu t'entends pas du tout avec la belle-mère, ce qui arrive souvent, tu t'entends pas du tout avec la belle-mère et ta femme vient à partir, malheureusement. Donc déjà, tu dois pleurer le deuil de ta femme et tu te retrouves associé malgré toi, soit avec sa mère s'il n'y a pas d'enfant, machin, nanana, soit avec des enfants d'une première union, etc. Bref, tu as compris que ça devient la galère. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui encadre cette association au niveau de l'indivision. En gros, grâce à la SCI, tu vas pouvoir rédiger des statuts et dans ces statuts, tu vas pouvoir couvrir chaque personne en cas de problématique. Et comme mon notaire le dit très bien, c'est quand tout va bien qu'on prépare le pire.
qui veut la paix prépare la guerre. Au moment où on s'entend bien, viens, on se dit si demain il nous arrive quelque chose de mal, qu'est-ce qu'on fait? Et l'avantage de faire ça au moment où tout va bien, c'est que le jour où tu t'engueules, que tu peux plus te blairer, que ça va plus, etc., ou malheureusement qu'il y a un décès, sachant que tout a déjà été encadré, t'as plus besoin de réfléchir. On sait exactement comment ça va se passer. Donc ça, c'est un avantage. Tu pourrais très bien prévoir, voilà, si demain la personne, un des deux associés vient à partir, qu'est-ce qui se passe des parts? Ben, les parts pourraient être proposées tout d'abord à l'associé restant. Il aurait donc la possibilité de racheter les parts avant que les héritiers héritent des parts. Quoi qu'il arrive, ils vont hériter soit des parts, soit de la valeur des parts, mais tu aurais le choix, par exemple, de racheter la moitié, d'accord, et de leur donner l'argent. Comme ça, tu les sors tout de suite de la société. Tu pourrais très bien aussi écrire, demain, si on s'entend pas, comment ça se passe la revente? Est-ce que on doit faire une estimation? Est-ce qu'il faut en faire plusieurs? Est-ce que tu dois me proposer les parts à moi en priorité? Comment sera encadré le prix? Est-ce qu'on doit avoir 3 estimations, etc., etc. En fait, il y a plein de choses que tu peux marquer. Et tu pourrais même, si jamais tu as une SCI, tu pourrais même rajouter par-dessus ça ce qu'on appelle un pacte d'associés au-dessus de la SCI pour encore bétonner les choses. Encore une fois, attention, je ne suis pas notaire, je ne suis pas avocat, donc je t'invite bien sûr à, chaque cas est vraiment extrêmement particulier, à aller te faire conseiller pour pouvoir justement avoir le meilleur conseil possible en fonction de ta situation et de pouvoir préparer le pire pour vivre le meilleur. Question 13. Si je ne peux pas sortir l'argent de ma poche sans être taxé, quel est l'intérêt? Si je laisse l'argent dans la société, j'en fais quoi? Alors effectivement, si tu sors l'argent sous forme de dividende, tu seras taxé à 30% avec la flat tax. L'intérêt, c'est de laisser l'argent dans la société pour pouvoir le réinvestir et te bâtir un patrimoine conséquent. Bien sûr, en réinvestissant via la SCI, tu ne payes pas de taxes sur les sommes laissées à l'intérieur. C'est ce qui te permet en fait tout simplement de faire grossir ton patrimoine plus rapidement. Et là, tu vas me dire, oui, mais quel est l'intérêt? Ben, l'intérêt, c'est que plus tu as de patrimoine, plus tu as d'argent, plus tu es sécurisé. Rappelle-toi que l'intégralité de ton patrimoine, si tu le prends à crédit, sera couvert par des assurances. Et ces assurances, donc perte totale d'autonomie, décès, invalidité, donc tu as une vraie sécurité pour toi et tes enfants. La possibilité d'une fois les biens payés de faire une transmission en réduisant l'imposition, et encore une fois, ben, alléluia, c'est que du bonheur. Derrière, quoi qu'il arrive, tu as aussi la possibilité de te servir des rémunérations, mais tu pourras avoir des rémunérations détournées, bien sûr légales, si jamais tu crées une société avec une activité, une réelle activité. Donc dans ce cas-là, tu pourrais refacturer tes SCI pour la gestion, ta holding. Ta holding pourrait être une holding passive ou une holding active, ça dépend s'il y a de l'activité ou pas, ou si le but est juste de réguler les flux financiers. Encore une fois, si jamais tu veux avoir une stratégie claire en fonction de ta situation, je t'invite à faire appel à un avocat fiscaliste. Attention cependant, ta situation d'aujourd'hui ne sera pas la même que dans 2 ans, dans 5 ans, etc., etc. Moi au tout départ, j'investissais en nom propre pour du cash flow. Aujourd'hui, le cash flow m'intéresse plus forcément puisque j'ai des sociétés qui me ramènent du cash. Donc maintenant, moi je veux faire du placement dans des biens immobiliers, bien sûr qui me rapportent de l'argent, entendons le bien. Mais en gros, ta première stratégie sera une stratégie à cash flow, alors que ta deuxième stratégie sera peut-être une stratégie d'investissement et de placement financier dans des biens plus liquides, donc dans des grandes villes, etc. Ou potentiellement dans des constructions ou de l'achat à l'étranger. Ta situation peut évoluer et donc il faut rester en fait, je dirais même qu'un arbitrage par année est vraiment intéressant à faire. C'est-à-dire que chaque année, tu fais un arbitrage, donc tu vas refaire estimer tout ton patrimoine immobilier, recalculer le montant de tes plus-values et automatiquement, tu vas pouvoir arbitrer. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, je pense que ça pourrait être une vidéo intéressante à faire sur comment arbitrer son patrimoine immobilier. Je te montrerai exactement comment je fais moi pour arbitrer, les outils que j'utilise pour calculer mes plus-values et savoir exactement combien je pourrais récupérer et qu'est-ce que je pourrais faire avec et comment prendre des décisions éclairées sur le sujet. Dis-moi en commentaire, je me ferai un plaisir de te faire une vidéo là-dessus. 14. Alors, quel est l'intérêt de créer une holding? Une holding peut être très avantageuse, comme je te l'ai dit, surtout si tu as plusieurs SCI. Ça te permettra en fait de centraliser la gestion de ton patrimoine et d'optimiser tout fiscalement. Par exemple, tu peux faire remonter des bénéfices d'une SCI vers la holding pour les réinvestir dans une autre. Tu pourrais très bien aussi également compenser les bénéfices et donc les déficits de chaque société pour pouvoir réguler ton impôt si jamais tu as une SCI qui est passée au-dessus des 42 500 € ou donc dans lequel tu as 25%. Tu pourrais en fait automatiquement réguler l'intégralité de tes SCI en faisant bouger les flux financiers. Tu pourrais très bien en fait, encore une fois, utiliser l'argent, l'impôt non payé. C'est ça la magie. Avec tes SCI, les 30% de flat tax que tu n'as pas donné, tu as un régime Murphy entre chaque société et donc la holding. Tu remontes en fait cette flat tax. Bien sûr, tu as payé ton impôt sur les sociétés d'abord. Et donc, tu remontes cette flat tax en économisant 25% sur cette flat tax. Et donc, en gros, cette flat tax non payée, tu vas la réinvestir et tu vas transformer tes impôts en pierre. Je ne sais pas quel autre levier permet ça, mais c'est incroyable. L'impôt non payé, tu le transformes en pierre. C'est incroyable. Quand tu as une stratégie de développement massif, chaque euro compte. Et l'avantage avec les sociétés, c'est que l'euro qui n'est pas sorti n'est pas taxé. Et donc, du coup, tu l'utilises pour bâtir, bâtir, bâtir. Et je te rassure, quand tu auras 200 appartements, tu réfléchiras beaucoup plus tranquillement. Question numéro 16.
parenthèse, dois-je créer une SCI par bien et pourquoi? Alors moi je le dis, bien sûr, c'est recommandé de créer une SCI par bien pour isoler chaque investissement et ainsi limiter les risques en cas de problème avec un bien. Par exemple, je m'associe à Tata GG et Tonton machin, bon voilà, je vais pas ouvrir une SCI, mettre tous mes billets dedans, d'accord? Je vais ouvrir une SCI avec Tonton, une SCI avec Tata, une SCI avec mon pote, machin. Ou alors, j'écoute Jérémy Gourentier et j'investis avec ma propre holding. Meilleur choix ever, je te le dis d'avance. Mais bon bref, admettons. Donc du coup déjà tu minimises la problématique en mettant pas tous tes œufs dans le même panier. Deuxièmement, tu vas pouvoir avoir une facilité de gestion car chaque bien va détenir son propre compte, va avoir ses propres charges, etc. etc. Et donc du coup, en termes de comptabilité, ça sera beaucoup plus simple. D'accord? Et quand je dis chaque bien, ça peut être un immeuble qui détient 25 appartements. Chaque unité foncière, d'accord, que tu possèdes, c'est-à-dire que si c'est un immeuble qui possède lui 10 appartements, c'est un bien. Dans l'idée, ce qu'il faut aussi faire, c'est que tu calcules rapidement par rapport à tes bénéfices. Tu pourrais très bien avoir 2 appartements dans une même SCI, d'accord, sans problème. Même 3, 15, 20. Mais en gros, dans l'idée, c'est de te dire qu'il ne faut pas que les bénéfices dépassent les 42 500 €. Parce qu'au-delà de 42 500 €, tu seras taxé à 25%. Aucun intérêt. Et de plus, si jamais tu as bien écouté ce que j'ai dit dans cette vidéo, en gros, globalement, quand tu vas détenir le bien longtemps, tu vas bénéficier des amortissements dans la SCI à l'IS et à la fin, les amortissements seront rattrapés au moment de la plus-value. Mais tu pourrais très bien décider de dire, ben moi, j'ai pas envie de me faire rattraper, donc je vais pas vendre le bien, donc je vais vendre les parts de la SCI. Et donc, du coup, tu pourrais vendre les parts de la SCI et payer uniquement la flat tax, 30%. Donc, ça peut être avantageux aussi. Donc, en termes de décision, tu auras une flexibilité qui sera totale. Tu auras aussi également une imposition qui sera gérée et également, en tout cas, un risque qui sera limité car tu n'auras pas mis tes œufs dans le même panier. Donc, voilà les amis, on a fait le tour des grandes lignes de l'investissement en SCI à l'IR et à l'IS. Bon, bien sûr, vous avez compris, selon moi, le meilleur véhicule d'investissement immobilier, détention long terme, etc., génération d'argent, c'est la SCI à l'IS. Vous avez compris pourquoi, optimisation fiscale, la possibilité de pouvoir justement transmettre ton patrimoine plus facilement, de gagner de l'argent évitant l'imposition, utiliser l'impôt non payé pour pouvoir le transformer en pierre. Bref, que du bonheur. Donc maintenant, si cette vidéo t'a plu, dans ce cas-là, je t'invite à mettre un like à cette vidéo. Pense bien à activer la cloche pour être le premier à voir mes prochaines vidéos. J'ai lancé, comme je te dis, une série de vidéos tutoriels. Tu en auras une par semaine. Donc, si tu es abonné, tu vas en apprendre bien plus que n'importe où ailleurs. Donc, je te dis à très vite chez Gourentier. Et comme tu es resté jusqu'au bout, tu vas apprendre quelque chose que les autres ne sauront pas. En dessous de cette vidéo, il y a un lien dans lequel je t'ai réservé toute une surprise avec plein de documents liés à cette vidéo. Allez, je t'en dis pas plus. Ciao, bye.